Personne n'aurait imaginé ce que ce PDG allait faire en surprenant une agente d'entretien en train d'allaiter. Mais sa réaction l'a stupéfiée elle-même. Chloé nettoyait le sol en silence, pendant que son bébé pleurait au loin, refusant le biberon. Désespérée, elle avait amené sa fille en cachette au travail, et au moment le plus intime de l'allaitement, elle a été surprise par le patron de l'entreprise. Elle s'attendait à des cris, mais il est juste resté là, à regarder. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Une histoire sur le jugement, l'empathie et le pouvoir d'un geste humain que personne n'attendait. Et à cet instant, son regard en dit plus que n'importe quel ordre. Le silence de la salle de réunion n'était rompu que par le souffle léger d'un bébé. Chloé, à genoux sur la moquette beige, tenait la petite Maya contre sa poitrine, essayant d'ignorer la peur qui lui nouait l'estomac. Le bébé avait enfin cessé de pleurer, tétant avec force et urgence, les yeux mi-clos, ses petites mains agrippées à l'uniforme de sa mère. La pièce sentait encore le désinfectant et le café froid. L'endroit même où les cadres prenaient des décisions à plusieurs millions d'euros servait maintenant d'abri improvisé pour un moment de pur besoin. Chloé savait qu'elle était en tort. Elle savait qu'elle pouvait être licenciée. Mais il n'y avait pas eu d'autre solution. Maya avait besoin d'elle. Et personne d'autre ne semblait s'en soucier. Assise par terre, adossée au mur de verre, Chloé ferma les yeux une seconde. Le bébé tétait en paix. C'était tout ce qui comptait, jusqu'à ce que la poignée de la porte tourne. Chloé n'eut pas le temps de cacher quoi que ce soit. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, révélant un homme en costume sombre, un porte-documents en cuir à la main et une fatigue évidente sur les épaules. Ses chaussures cirées s'arrêtèrent sur le seuil. Ses yeux la trouvèrent par terre. Alexandre Dubois, le patron de l'entreprise. Le temps s'est figé. Chloé écarquilla les yeux, tirant sur son chemisier dans une tentative inutile de se couvrir. Maya émit un son doux, toujours attaché à son sein. Alexandre ne disait rien. Il observait, simplement. Il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son regard, de la surprise peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Monsieur, je... » tenta-t-elle d'expliquer, mais sa voix se brisa. Alexandre prit une profonde inspiration, fit un pas en avant et referma lentement la porte derrière lui. Mais il ne dit rien. Il resta juste là, à regarder, avec une étrange lueur dans les yeux. Chloé Fournier avait toujours appris à se taire quand le monde criait. À 25 ans, elle n'était plus une jeune rêveuse, elle était une survivante. Chaque jour, avant même le lever du soleil, elle sortait de son lit étroit dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa fille et traversait le couloir exigu jusqu'à la cuisine. Le sol en lino de son petit HLM à la Cité des Peupliers lui glaçait les pieds, mais elle ne le remarquait même plus. Les yeux encore lourds de sommeil, elle préparait le café noir et chauffait l'eau pour le bain du bébé. Maya, avec ses grands yeux et ses cheveux fins, était son univers tout entier. Fille d'un amour qui n'a pas survécu à l'annonce de la grossesse. Le père avait disparu pendant la gestation, prétextant ne pas être prêt. Chloé, elle, n'avait pas eu le choix. Elle devait être prête, sinon Maya ne survivrait pas. Elle laissait sa fille tous les jours à Madame Sylvie, la voisine veuve qui habitait à côté. Une femme au grand cœur et aux mains sûres. Elle ne lui a jamais demandé un centime. « Le bon Dieu m'a donné trop d'amour pour le garder pour moi », disait-elle toujours. Le trajet pour le centre-ville prenait près d'1 heure. 2 bus, un RER, une marche rapide sur l'avenue des gratte-ciel. Quand elle arrivait à l'entreprise de technologie où elle travaillait comme agente d'entretien, Chloé avait déjà mené ses premières batailles de la journée. Elle était invisible pour la plupart des gens. Les employés passaient à toute vitesse à côté d'elle dans les couloirs, remarquant à peine sa présence. Mais elle voyait tout. Les sourires forcés dans les salles de réunion, les gobelets jetables abandonnés sur les bureaux, les chaussures chères qui laissaient des traces sur le sol ciré. Elle nettoyait tout, sans jamais se plaindre. Mais à l'intérieur d'elle, un nœud se serrait, une oppression dans la poitrine chaque fois qu'elle devait dire au revoir à Maya, chaque fois qu'elle la laissait en pleurs, chaque fois que sa fille avait besoin du sein et qu'elle était à des kilomètres. Ce matin-là, quelque chose s'était brisé.
les pleurs désespérés de Maya au téléphone, la voix étranglée de Madame Sylvie, et puis la décision impulsive « Je vais la chercher, tant pis si on me renvoie ». Et maintenant, là, sur le sol de la salle de réunion, elle faisait face au grand patron, comme si elle s'excusait d'être mère. Mais Alexandre ne détournait pas les yeux, et elle ne savait pas si c'était une bonne chose, ou une très, très mauvaise chose. Ce que Chloé voulait le plus, ce n'était pas l'argent, ni le statut, ni la reconnaissance. Elle voulait juste pouvoir être une mère, sans avoir à se cacher pour ça. Dans le silence des couloirs, tandis qu'elle cirait le sol et ramassait les gobelets sales, son esprit revenait toujours à la même image, Maya courant dans un jardin, riant, libre, un jardin qu'elle n'avait pas encore, une enfance qu'elle ne pouvait pas encore offrir. Être mère, c'était comme transporter un cristal à travers un champ de mine, une erreur, une embûche, et tout pouvait se briser. Elle ne pouvait pas se tromper. Il n'y avait pas de filet de sécurité, pas de plan B, pas de famille riche. C'était juste elle, et cette paire d'yeux marrons qui lui faisait confiance avec la foi aveugle des bébés. Chloé n'avait jamais eu grand-chose. Elle avait grandi en passant d'une maison à l'autre, entre des parents éloignés et des foyers d'accueil. Elle connaissait la froideur des institutions et la dureté du monde. C'est pourquoi elle s'était jurée que Maya ne connaîtrait jamais ça. Sa fille aurait de la stabilité, de la sécurité, une chambre à elle, une mère présente, même si cela signifiait tout abandonner. Mais le monde ne facilite pas la vie de ceux qui ont ce genre de rêve. En pratique, tout était une question de choix. Laisser sa fille malade chez la voisine, ou s'absenter du travail et perdre son emploi, accepter de doubler son service pour des heures supplémentaires, ou rentrer tôt pour allaiter, acheter du lait maternisé ou payer la facture de gaz. Elle faisait des miracles avec son SMIC à 1450 €. Elle économisait chaque centime, achetait les couches en gros, diluait le savon jusqu'à ce qu'il devienne de l'eau. Elle dormait peu, mangeait moins, mais ne laissait jamais Maya manquer de rien. La douleur, elle la gardait pour elle. Pourtant, il y avait un désir qui s'obstinait à apparaître les nuits où le bébé s'endormait vite et où le silence était trop grand, celui de grandir. Pas de gravir les échelons, elle n'en rêvait même pas, mais de grandir intérieurement, d'être entendue, d'être vue, d'être quelqu'un d'autre que l'agente d'entretien en blouse bleue. Elle rêvait d'entrer un jour dans une réunion, non pas pour servir le café, mais pour proposer une idée, suggérer un changement, lancer un projet qui ferait une différence dans la vie d'autres mères comme elle. Chloé voyait des choses que personne d'autre ne remarquait. Elle savait où se trouvaient les plus gros problèmes de l'entreprise. Elle savait quels employés étaient en dépression, lesquels étaient malades, lesquels pleuraient dans les toilettes. Elle connaissait les mères qui cachaient la maladie de leurs enfants pour ne pas perdre leur emploi. Elle connaissait les pères absents, les salaires qui suffisaient à peine pour manger. Elle savait tout cela, mais elle ne pouvait pas parler. Personne ne demandait. Sa plus grande peur était de passer toute sa vie ainsi, invisible. Et pourtant, elle continuait, parce qu'il y avait Maya. Et Maya était sa raison de vivre. C'est pourquoi, ce jour-là, même en tremblant, même morte de peur, elle a choisi d'allaiter, dans la salle de l'entreprise, au milieu de sa journée de travail. Parce qu'entre être licenciée et voir sa fille pleurer de faim, elle choisissait Maya. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que ce geste instinctif, le plus humain et le plus vulnérable qu'elle pouvait faire, serait aussi le moment le plus observé de sa vie. Et maintenant, alors qu'elle croisait le regard du patron de l'entreprise, elle se demandait, y avait-il vu de la faiblesse ou du courage? Alexandre ne dit rien à ce moment-là. Il se contenta de hocher la tête comme quelqu'un qui autorise discrètement l'instant à se poursuivre et quitta la pièce, fermant la porte avec précaution, comme pour ne pas briser le silence qui y régnait. Chloé resta paralysée pendant plusieurs minutes. Maya tétait encore tranquillement, inconsciente de la tempête qui grondait dans la poitrine de sa mère. Quand le bébé eut fini, elle la posa sur son épaule et la berça doucement, en essayant de rester calme. Mais son corps tremblait. Elle sortit de la pièce avec Maya, enroulée dans un drap fin,
comme si elle voulait cacher au monde ce que le monde ne devrait jamais juger. Sa supérieure, Nathalie, la trouva dans le couloir quelques minutes plus tard. « Chloé, qu'est-ce qui se passe? Tu as le bébé avec toi ?» Chloé tenta de tout expliquer d'un seul coup. Que Maya pleurait depuis des heures, qu'elle refusait le biberon, que Madame Sylvie avait appelé en pleurant, qu'elle avait pesé le pour et le contre et avait décidé de prendre le risque. Nathalie fronça les sourcils. « Tu sais que c'est interdit, n'est-ce pas? »« Je sais, » dit-elle en retenant ses larmes. « Et Monsieur Dubois? Il m'a vu dans la salle de réunion. » Nathalie resta silencieuse. Ce n'était pas une mauvaise femme. C'était juste une femme pragmatique, qui suivait les règles. Et à ce moment-là, elle ne savait pas s'il fallait la calmer ou la réprimander. « Rentre chez toi, Chloé, ramène-la à la maison. On en reparlera demain. » Le lendemain, Chloé arriva plus tôt, avec Maya de nouveau confiée aux soins de Madame Sylvie, le cœur lourd mais résolu. Elle devait montrer qu'elle était responsable, qu'elle respectait les limites, que cet incident avait été une exception. Mais les regards n'étaient plus les mêmes. Deux de ses collègues de nettoyage, qui riaient avec elle dans les vestiaires auparavant, chuchotaient maintenant quand elle passait. L'une d'elles, Simone, la dévisagea avec un sourire en coin. « Tiens, la mère de l'année !» Chloé fit comme si elle n'avait pas entendu. Mais elle avait entendu. Pendant sa pause, elle remarqua que certaines employées de bureau l'observaient de loin, discrètement. La nouvelle s'était répandue. Elles ne connaissaient pas les détails, mais elles en savaient assez. L'agente d'entretien a amené sa fille au travail. Elle a allaité au milieu de l'entreprise, et elle n'a pas été renvoyée. C'était comme si un code avait été brisé. Elle était une mère, et elle l'avait un peu trop montré. L'après-midi, elle essaya d'agir normalement. Elle nettoya les bureaux, vida les poubelles, réapprovisionna le papier toilette, mais son cœur était agité. Jusqu'à ce que, à 16 heures, son badge d'accès échoue à l'entrée de la salle de pause du 5e étage. Un signe clair. Son accès avait été temporairement désactivé. Elle descendit au service administratif pour comprendre, mais personne ne sut lui expliquer. « Ordre du système », disait-il. Il faisait déjà nuit quand Nathalie la rappela pour lui parler. La supérieure semblait mal à l'aise. « Chloé, j'ai reçu une notification des RH. Il semble que votre présence avec le bébé ait suscité des commentaires. Il y a une question de conduite et de sécurité sur le lieu de travail. » Des commentaires de qui? De gens de la direction. Mais je dois être honnête avec vous. Cela pourrait avoir des répercussions. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je vais être licenciée? Je ne sais pas encore. Mais vous devrez peut-être fournir une justification formelle. Chloé rentra chez elle les yeux brûlants. Elle n'eut même pas le courage de le dire à Madame Sylvie. Elle serra simplement Maya dans ses bras pendant de longues minutes. Le bébé riait, sans comprendre le poids du monde qui s'abattait sur les épaules de sa mère. Le lendemain, elle tenta de remettre une lettre expliquant son geste, mais personne au RH ne voulut la prendre directement. Tout n'était que silence, froideur, portes entr'ouvertes et chuchotements, jusqu'à ce que, au milieu du couloir, elle entende la voix de Simone. « Ça doit être bien d'être la protégée du patron, non ?» Chloé s'arrêta. C'était plus qu'un ragot, c'était du poison. Mais elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle était seule, une fois de plus. Et le pire était encore à venir. Le vendredi matin commença comme les autres. L'uniforme propre, attaché avec une épingle de sûreté au col, où un bouton s'était perdu. Les cheveux attachés en chignon, des baskets usées aux pieds. Chloé suivait son rituel silencieux, essayant d'ignorer le poids qui grandissait dans sa poitrine. À l'accueil, l'agent de sécurité la salua d'un signe de tête timide, différent de son bonjour habituellement enjoué. Dans l'ascenseur, une réceptionniste évita son regard, et quand elle arriva au vestiaire, le brouhaha cessa brusquement. 3 collègues de nettoyage, dont Simone, se turent dès qu'elle entra. Chloé sentit l'air s'alourdir. Elle fit semblant de ne pas entendre. Elle s'assit dans son coin, rangea son sac et se dirigea vers le 1er étage. Mais quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle passait la serpillière dans l'espace commun,
Elle entendit des ricanements venant de la cuisine, et soudain, elle comprit, on parlait d'elle. Allaiter au milieu de l'entreprise? Ridicule, dit une voix. Non, le pire, c'est si c'est vrai. Qu'elle a une liaison avec le patron. Oh, s'il te plaît, personne n'allaite par nécessité. C'est pour attirer l'attention, pour manipuler. Le sang de Chloé se glaça. Une seconde, elle crut qu'elle allait vomir. Elle s'essuya les mains sur son tablier, prit une profonde inspiration et essaya de continuer. Mais elle ne put pas. Dans le couloir suivant, 2 hommes de la finance passèrent à côté d'elle et l'un d'eux murmura « Fais gaffe, elle va te sortir son sein à tout moment ». Ils rirent et continuèrent leur chemin comme si de rien n'était. Chloé s'adossa au mur. Elle sentait le monde tourner. Ce n'était pas seulement de la honte, c'était de l'impuissance. Une humiliation qu'elle n'avait pas provoquée, mais qui maintenant la brûlait de l'intérieur. Elle essaya de parler à Nathalie, mais sa supérieure était en réunion. Elle chercha Valérie des RH, mais on lui dit qu'elle n'était pas disponible pour les affaires non prévues. L'entreprise, qui l'avait toujours traitée avec indifférence, la voyait maintenant beaucoup trop, mais pour les pires raisons. À midi, alors qu'elle s'apprêtait à déjeuner dans un coin isolé du réfectoire, tout s'effondra. Simone entra en riant bruyamment, accompagnée de 2 employés du service administratif. L'une d'elles tenait son téléphone, ouvert sur un groupe de discussion. « Regarde ça, Chloé », dit Simone d'un ton moqueur. « C'est même arrivé au groupe des informaticiens. Quelqu'un t'a filmé dans la salle, tu savais ?» Chloé écarquilla les yeux. « Quoi ? Toi, par terre, en train d'allaiter. Ils l'ont eu de la caméra interne. On dit que Monsieur Dubois est arrivé à ce moment-là. Quelle belle scène, n'est-ce pas ?» Elle sentit ses jambes flageoler. « C'est illégal. C'est une atteinte à la vie privée. »« Oh, ma chérie, » dit Simone avec un sourire venimeux. « C'est toi qui t'es mise dans cette situation. Si tu ne voulais pas être vue, tu n'avais qu'à pas faire de cinéma. » « Je n'ai pas fait de cinéma, ma fille avait faim, Tout le monde a des problèmes. Mais personne ne se jette dans les bras du patron pour ça. » Des rires résonnèrent dans le réfectoire. Chloé se leva si vite qu'elle faillit faire tomber son assiette. Les larmes coulaient déjà avant même qu'elle n'atteigne la porte. Elle courut aux toilettes du rez-de-chaussée, s'enferma dans la dernière cabine et enfouit son visage dans ses mains. Là, seule, elle put enfin craquer. Ce n'était pas seulement la vidéo, ni seulement les commentaires, c'était la certitude que, pour le monde, la maternité n'était respectée que si elle était silencieuse, qu'une femme pauvre n'était admirée que lorsqu'elle endurait tout sans un mot, qu'être vue, vraiment, était dangereux. Et le pire, elle ne savait pas comment inverser la situation. Cet après-midi-là, Nathalie l'appela enfin. Elle avait le visage sérieux, presque gêné. « Chloé, j'ai entendu parler de la vidéo. Elle a fini dans des groupes internes. Le service juridique est en train d'évaluer la situation. Nous ne savons pas comment elle a fuité, mais les répercussions sont hors de contrôle. Je ne savais pas qu'il y avait une caméra là. Je n'ai jamais eu accès à ces informations. J'essayais juste de calmer ma fille. Elle ne voulait pas de biberon, je sais. Mais malheureusement, il y a des gens qui utilisent ça contre vous. C'est absurde. Je suis d'accord, mais il y a des gens à l'administration qui suggèrent votre mise à pied jusqu'à ce que tout soit tiré au clair. Ce n'est pas une sanction officielle, pas encore. C'est juste une mesure conservatoire. » Chloé resta silencieuse. Elle savait ce que cela signifiait. Elle savait que la mise à pied conservatoire n'était que le début de la fin. « Pouvez-vous me donner jusqu'à la fin de la journée ?» demanda-t-elle à voix basse. Juste pour finir ce qu'il reste, Nathalie acquiesça. Cette nuit-là, Chloé nettoya tout le hall en silence. Mètre par mètre, ascenseur par ascenseur, comme si chaque passage de la serpillière était un adieu. Et au dernier étage, elle s'arrêta devant la salle où tout avait commencé. Les lumières étaient éteintes, la porte entr'ouverte. Elle pensa à entrer, juste pour dire au revoir, mais en s'approchant, elle entendit des pas fermes, familiers. Et puis la porte s'ouvrit complètement. Et il était là, Alexandre Dubois, encore. Et cette fois, avec un regard très différent. Il était là, debout sur le seuil de la salle où tout avait commencé.
Alexandre Dubois portait une chemise sans veste, les manches retroussées, et sur son visage une fatigue qui ne venait pas seulement du travail. Un instant, Chloé songea à s'enfuir, à s'excuser, à fuir la gêne, mais elle ne bougea pas. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix basse qui contrastait avec le silence de l'entreprise à cette heure. Elle hésita. Elle voulait dire oui, que tout allait bien, que les rires, les rumeurs et les regards ne l'affectaient pas. Mais elle ne put pas. « Je ne sais pas, » répondit-elle enfin, les yeux humides, « mais merci de me le demander. » Il hocha lentement la tête, et à sa grande surprise, il s'écarta. « Entrez, s'il vous plaît. » Chloé entra en silence. La pièce était sombre, à l'exception de la douce lueur de la ville à l'extérieur qui se reflétait sur les fenêtres. Alexandre referma la porte derrière eux et s'assit dans le fauteuil qu'il occupait habituellement lors des réunions. « J'ai entendu parler de la vidéo et de ce qu'on dit. Alors, vous pensez aussi que j'ai mal agi, que j'ai profité de la situation? Je pense que vous avez été une mère. Et c'est la chose la plus courageuse qu'on puisse être dans un endroit comme celui-ci. » Chloé ne put retenir ses larmes. Elle essaya de s'essuyer les yeux discrètement, mais il le remarqua. « Ce n'est pas votre faute. La personne qui a fait fuiter cette vidéo a enfreint de graves lois sur la vie privée. J'ai déjà demandé au service juridique d'enquêter, mais le mal, il soupira, est déjà fait, n'est-ce pas? Je ne suis pas une menace, dit-elle, la voix étranglée. Je voulais juste que ma fille mange. Je voulais juste qu'elle arrête de pleurer. Je n'ai rien planifié de tout ça. Je le sais. Je l'ai su dès la première seconde. C'était l'un des moments les plus authentiques dont j'ai jamais été témoin ici. Elle le regarda, surprise. Authentique? Oui, cette salle a tout vu. Des contrats à plusieurs millions, des réunions tendues, des stratégies qui ont changé le cours de l'entreprise. Mais elle n'avait jamais vu l'amour. Elle n'avait jamais vu quelqu'un tout donner pour une autre personne. Jusqu'à ce jour, le silence s'installa entre eux. Un silence plein de non-dits. Malgré tout, on va me mettre à pied, n'est-ce pas? Ça a été suggéré, mais je n'ai pas donné mon autorisation. Mais ça pourrait vous nuire. Il y a déjà des gens qui disent que nous... Je me fiche de ce qu'ils disent, Chloé. Ce qui m'importe, c'est ce qui est juste. Elle sentit sa poitrine se serrer de nouveau. Je ne veux pas être un problème. C'est déjà assez d'être ce que je suis. Pauvre, mère célibataire, agente d'entretien. Ne dites pas ça. Mais c'est la vérité. Je suis facile à juger. Il me regarde et pense tout savoir. Et je suis fatigué, monsieur Dubois, fatigué de faire semblant que ça ne fait pas mal. Il se leva lentement et s'approcha. Pas en tant que patron, mais en tant que quelqu'un qui comprenait ce que c'était que de porter le monde en soi. Vous n'êtes pas le problème, Chloé. Vous êtes le rappel de ce que nous avons oublié ici, l'humanité. Elle baissa les yeux. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait moins seule. Mais la peur était toujours là. Et qu'est-ce qui va m'arriver? On va me laisser ici jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on me renvoie? Alexandre resta silencieux quelques secondes. Puis il se dirigea vers la bibliothèque derrière le bureau et prit un dossier bleu. Ceci est un ancien projet de l'entreprise. Il n'a jamais vu le jour. Un programme de soutien pour les salariés ayant de jeunes enfants. Crèche, aide à l'éducation, horaires aménagés. Et pourquoi n'a-t-il pas abouti? Il manquait quelqu'un avec la sensibilité nécessaire pour vraiment comprendre ce qu'il fallait. Il posa le dossier devant elle. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tout. Chloé eut un rire nerveux. Je suis agente d'entretien. Je n'ai pas de diplôme, pas de formation. Mais vous avez quelque chose que personne d'autre ici n'a, l'expérience vécue. Vous savez où le bas blesse. Vous pouvez m'aider à le construire. Vraiment. Elle regarda cette proposition comme si c'était un mirage. Vous êtes sérieux? Totalement. Mais que diront les autres? Qu'une femme courageuse a fait ce que personne n'a eu le courage de faire. Chloé déglutit. Sa tête lui disait de refuser, de ne pas s'impliquer, de protéger le peu qu'elle avait. Mais son cœur lui disait que ce moment était peut-être le début de quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si j'en suis capable. On apprendra ensemble. Elle regarda le dossier entre ses mains. Une seconde,
Elle pensa à Maya, dormant paisiblement, n'ayant plus besoin d'être allaitée en cachette. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir. Cette nuit-là, Chloé quitta l'immeuble les yeux gonflés, mais pas de tristesse. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait quelque chose de différent. Elle ne savait juste pas que quelqu'un était sur le point de tout changer. Avez-vous déjà dû choisir entre votre travail et votre enfant? Avez-vous déjà ressenti de la culpabilité pour avoir fait ce qui était juste, même en étant jugé pour cela? Si c'est le cas, commentez « Je comprends » juste en dessous, juste pour que je sache qu'il y a d'autres personnes qui ont dû être fortes quand tout leur disait d'abandonner. Je lis tout, je suis avec vous. Le week-end passa lentement. Chloé essaya de suivre sa routine, comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, tout était différent. Elle pensait à Alexandre, à la pièce sombre, au dossier bleu qui reposait maintenant sur la table de la cuisine, entre le pot de compote et les lingettes pour bébé. C'était surréaliste de penser que cela avait été mis entre ses mains. Un vrai projet, avec le sceau de l'entreprise, et l'invitation la plus improbable qu'elle ait jamais reçue. Mais en même temps, le doute était paralysant. Est-ce que c'est vrai, ou juste une autre façon élégante de me mettre à l'écart? Madame Sylvie, comme toujours, remarqua son agitation. « Tu ne manges pas, ma petite. C'est le signe d'un cœur tourmenté. » Chloé sourit, embarrassée. « C'est juste la fatigue. C'est de l'espoir. Je le reconnais. » Lundi, elle arriva tôt. Uniforme repassé, cheveux bien attachés, une touche de maquillage. Chose rare. Elle voulait paraître forte, même si à l'intérieur elle était encore en morceaux. Nathalie, sa supérieure, la trouva dans le couloir et lui dit qu'Alexandre l'attendait dans la salle de réunion du 4e étage. « Juste toi et lui, rien de formel, pour l'instant. » Chloé monta lentement, sentant son cœur battre au rythme des marches. Quand elle entra dans la pièce, Alexandre était déjà là, sans costume, sans porte-document, juste lui, avec un carnet ouvert et une expression calme. « Bonjour, Chloé. »« Bonjour. Bien dormi ?»« Assez. » Il sourit légèrement et poussa le carnet vers elle. « J'ai passé le week-end à réfléchir à ce que pourrait être ce projet. J'ai pris quelques notes, mais j'ai réalisé qu'il devait partir d'un endroit réel. De votre expérience. » Elle s'assit lentement. Elle regarda le carnet, puis lui. « Pourquoi me donnez-vous ça? » « Parce que vous êtes la bonne personne, et parce que si ce projet naît de vos mains, il naîtra d'un endroit honnête, de quelqu'un qui connaît la douleur. » Chloé prit une profonde inspiration. La peur était toujours là, l'insécurité aussi. Mais là, face à ce geste, une partie d'elle commença à se redresser. « Je peux essayer, c'est tout ce que j'espère. Commençons petit. Vous m'aidez à monter un rapport sur les besoins des salariés qui sont mères. Après ça, on le présente au RH. Si ça marche, on développe. Et mon poste actuel? Il reste le même. Personne ne dira que vous avez été favorisé. C'est un extra. Du bénévolat, si vous voulez. Et si ça fonctionne, on l'officialisera. » Elle hocha la tête. C'était une chance, encore avec des risques, encore avec des rumeurs. Mais pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait être entendue. Pas comme une exception, mais comme une référence. Cet après-midi-là, Chloé marcha dans les couloirs d'une manière différente. Elle était toujours l'agente d'entretien en blouse bleue. Mais maintenant, elle portait dans son sac un carnet neuf où elle commença à tout noter. Récits de collègues, difficultés, suggestions. C'est là, au café de 15 heures, que tout commença à changer. Une employée des RH, nommée Sophie, la vit prendre des notes et s'approcha. « Vous faites une enquête? C'est une étude sur les mères dans l'entreprise. Alexandre m'a demandé de l'aide. » Sophie haussa un sourcil, surprise. Mais elle ne se moqua pas. Si vous voulez, je peux vous donner les données du dernier recensement interne. Je pense que ça pourrait aider. » « Vraiment? » ?»« Vraiment. Ce que vous faites est important. Beaucoup de gens disent que l'entreprise doit penser aux mères, mais personne n'écoute celles qui le vivent vraiment. » Chloé sourit pour la première fois depuis des jours. À l'heure de la sortie, elle croisa Nathalie dans l'ascenseur. La supérieure était sérieuse, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. « J'ai entendu parler du projet. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il était temps que quelqu'un parle pour nous. J'espère juste que vous aurez le souffle, parce que
Ils essaieront de vous faire taire. J'ai une fille. Pour elle, j'ai du souffle jusqu'au bout. » Nathalie ne répondit pas, mais elle hocha la tête, comme un vote de confiance silencieux. Cette nuit-là, quand elle rentra à la maison, Chloé prit Maya sur ses genoux et la laissa téter sans se presser. Le bébé était calme, ses yeux se fermant lentement pendant qu'elle tétait. Et dans ce silence intime de mère et fille, elle pensa, « Si ce projet va de l'avant, si une seule femme n'a pas à vivre ce que j'ai vécu, ça en aura valu la peine. » Et puis son téléphone vibra. C'était un message d'Alexandre. « Demain 10h, salle 6. Nous présentons votre idée au comité. » Elle lut le message 3 fois. Et elle sut, à cet instant, que désormais, plus rien ne serait comme avant. La salle 6 était l'une des plus petites de l'immeuble, mais ce matin-là, elle semblait immense à Chloé. Assise au bout de la table, son carnet à la main, elle observait les visages en face d'elle. 2 responsables des RH, un coordinateur de projets sociaux, et Alexandre, assis plus en retrait, observant sans intervenir. Ce n'était pas lui qui menait la réunion, et c'était intentionnel. Il voulait que sa voix tienne toute seule, et elle tint. D'une voix encore tremblante mais claire, Chloé lut son rapport. Témoignages anonymes de salariés, suggestions d'horaires flexibles pour les mères, un espace adapté pour les femmes qui allaitent, une aide à la garde d'enfants et même des groupes de soutien émotionnel entre mères célibataires. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était réel. Quand elle eut fini, la salle resta silencieuse. La coordinatrice des RH fut la première à rompre le silence. « Vous avez vraiment recueilli tout ça en seulement 4 jours ?» « Oui, en parlant à celles qui acceptaient de parler, et en écoutant ce que personne ne demande d'habitude. Et comment voyez-vous ce projet dans les mois à venir ?» Chloé déglutit. « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis sûre que si nous écoutons ces femmes, nous pouvons créer quelque chose qui empêchera d'autres de vivre ce que j'ai vécu. » Les responsables échangèrent des regards discrets. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de compliments forcés, mais il y eut quelque chose d'encore plus rare dans cet environnement, du respect. À la fin de la réunion, Alexandre s'approcha. « Vous avez été ferme, et vous avez touché là où personne ne touche d'habitude, la vérité que personne ne veut voir. J'ai tremblé tout le temps, mais vous avez parlé quand même. C'est ça le courage. » Dans les jours qui suivirent, quelque chose de différent commença à se produire. Certains employés commencèrent à la saluer par son nom. Sophie, des RH, lui demanda de l'aide pour un nouveau formulaire. Même Nathalie l'invita à une conversation informelle sur les difficultés des équipes de nettoyage. Les murs de l'immeuble, autrefois si froids, commençaient à renvoyer des échos différents. Mais la transformation ne se fit pas sans résistance. Simone continuait de répandre des commentaires malveillants. Elle disait que Chloé couchait avec le patron, que tout n'était qu'une mise en scène. Certaines employées se mirent à la traiter avec un certain mépris, comme si elle avait pris la grosse tête. Et pire, une employée du service juridique lui confia à voix basse, dans les toilettes, que certains directeurs étaient agacés par le protagonisme déplacé d'une agente d'entretien. Chloé entendit tout en silence. Elle pleura 1 ou 2 fois, mais elle ne recula pas. Elle continua avec sa blouse bleue, continua à prendre le RER bondé, continua à nettoyer les bureaux. Mais maintenant, entre 2 étages, elle montait pour des réunions discrètes. Le soir, elle étudiait sur son téléphone des termes qu'elle connaissait à peine: faisabilité budgétaire, gestion de l'inclusion, protocole interne. Elle apprenait seule. Un après-midi, en rentrant chez elle, elle trouva Maya avec de la fièvre. Rien de grave, selon Madame Sylvie, les dents qui poussaient. Mais ce fut assez pour lui rappeler que, même si elle essayait de changer le monde, sa priorité resterait toujours la même: protéger cette petite vie. Cette nuit-là, en mettant Maya au lit, Chloé regarda le plafond en plâtre écaillé et pensa: est-ce que ça vaut la peine de continuer? Le doute était légitime. Après tout, chaque nouveau pas s'accompagnait de plus de pression, de plus de jugement. Les mêmes personnes qui l'ignoraient auparavant l'analysaient maintenant de la tête aux pieds. Le lendemain, Alexandre l'appela pour discuter. « Le comité veut donner suite à votre proposition, mais ils veulent que vous la présentiez à l'ensemble du conseil d'administration. » Le conseil d'administration,
s'étrangla-t-elle. Moi? Oui, officiellement, en tant qu'auteur de la proposition. Elle resta silencieuse. Et si je me bloque? Et s'il se moque de moi? Alors vous prenez une grande inspiration et vous parlez quand même. Je suis juste une agente d'entretien. Non, vous êtes la femme qui a eu le courage d'allaiter sa fille en sachant qu'elle pouvait tout perdre. Et toute l'entreprise l'a vu. Elle ne répondit pas sur le champ. Elle demanda 2 jours pour réfléchir. Et, pour la première fois, Alexandre n'insista pas. Il se contenta de sourire. Quelle que soit votre décision, vous avez déjà fait plus que beaucoup de gens haut placés ne le feront jamais. Sur le chemin du retour, Chloé sentit la ville tourner autour d'elle comme si quelque chose était sur le point de se briser ou de s'ouvrir. Cette nuit-là, elle resta de longues minutes devant le miroir. Elle vit l'uniforme, les cernes, les mains calleuses, mais elle vit aussi quelque chose de nouveau dans ses propres yeux. Une présence. Elle prit son téléphone et tapa un message pour Alexandre. Mais elle l'effaça. Elle regarda le berceau de Maya, puis le dossier bleu sur la table. Et puis, en silence, elle prit une décision. Une de celles qui, une fois prises, n'ont plus de retour en arrière. L'auditorium de l'entreprise n'avait jamais semblé aussi grand. 35 chaises occupées par des directeurs, des coordinateurs et des managers. Un grand écran allumé projetant le titre de la rencontre. Projet Mère présente. Proposition d'accueil et d'inclusion pour les salariés ayant de jeunes enfants. Et, devant eux tous, Chloé, sans uniforme. Pour la première fois en 2 ans, elle était là en tenue de ville. Une simple chemise blanche, un jean foncé, des baskets propres. Mais c'était toujours elle, les mains fermes, les cheveux attachés et le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Alexandre était au premier rang, mais ne dit rien. Il fit juste un discret signe de tête. C'était le signal. Chloé prit une profonde inspiration. « Bonjour, je m'appelle Chloé Fournier. Et jusqu'à hier, on me connaissait ici simplement comme l'agente d'entretien du 3e étage. » Certains s'agitèrent sur leurs chaises, d'autres croisèrent les bras. Il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai dû prendre une décision difficile. Ma fille, de 4 mois, pleurait sans arrêt. Elle refusait le biberon. Et ma voisine, qui s'en occupe, était désespérée. J'ai amené ma fille au travail. En cachette, j'ai allaité sur le sol d'une salle vide. Je pensais que j'allais être licencié, mais on m'a vu. Silence. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Des commentaires, des jugements, une vidéo qui a fuité, des gens qui disent que j'ai profité de la situation, d'autres qui disent qu'une femme pauvre ne devrait pas occuper ce genre d'espace. Elle respira, la gorge serrée. Mais j'ai aussi trouvé du soutien, et c'est pourquoi j'ai écrit ce projet. Il est simple, mais il naît de quelque chose de très réel. La volonté d'empêcher d'autres mères de vivre ce que j'ai vécu. Elle cliqua alors sur la télécommande et changea de diapositive. Apparurent les données qu'elle avait recueillies, nombre de salariés avec de jeunes enfants, taux d'absence justifié pour des raisons maternelles, témoignages anonymes sur la dépression postpartum et l'épuisement physique. Je ne suis pas une experte, je n'ai pas de diplôme, mais j'ai écouté, j'ai parlé à des dizaines de femmes d'ici. Nettoyage, accueil, administration, toutes avec un point commun. La culpabilité, le sentiment qu'être mère, c'est être un problème, qu'il faut le cacher et le taire jusqu'à en souffrir. Certaines expressions commencèrent à changer. Quelques responsables se regardèrent. Un homme du service juridique notait quelque chose sur son téléphone. Mais Chloé ne s'arrêta pas. La proposition est simple. Créer un espace adapté pour les femmes qui allaitent, permettre des horaires plus flexibles pour les mères de bébés de moins d'1 an et offrir au moins une aide partielle à la garde d'enfants, même symbolique, pour les mères célibataires. Silence. Mais un silence qui écoutait. Ce n'est pas de la charité, c'est une stratégie humaine. Les mères jonglent avec tout. Les délais, les enfants, les dettes, les nuits blanches. Les mères sont multitâches par nature. Si elles sont vues, entendues et respectées, elles peuvent devenir les piliers les plus solides d'une entreprise. Elle fit une pause. Puis, elle conclut, « Je ne suis pas venue ici demander une faveur. Je suis venue offrir quelque chose.
une façon de faire différemment, plus juste, plus humaine, et qui sait, plus efficace aussi. Silence total. Pendant une seconde, Chloé sentit le sol lui manquer. Elle craignait que personne ne dise rien, que quelqu'un se moque, ou pire, qu'on la remercie avec un sourire faux et qu'on archive tout dans un tiroir quelconque. C'est alors que Sophie, des RH, leva la main. J'ai lu le rapport, et je tiens à dire que je le soutiens entièrement. Je n'ai jamais vu une proposition naître avec autant de vérité. Ensuite, un autre manager se leva. Cela pourrait aider à la rétention des talents féminins. Nous avons déjà perdu de bonnes employées parce que nous n'avons pas la structure pour cela. Alexandre resta silencieux. Il observait. Mais ce qui se passa ensuite le surprit même lui. Nathalie, la supérieure du nettoyage, se leva au fond de l'auditorium. « Je suis aussi mère célibataire. Je me suis reconnue dans chaque mot. On s'habitue à tout ravaler en silence. Mais aujourd'hui, j'ai senti que quelqu'un parlait pour nous. Il y eut de brefs applaudissements, timides, mais ce fut suffisant. Et puis une autre personne, et une autre. Ce n'était pas une ovation, mais c'était du respect, de la reconnaissance, et surtout du changement. À la fin de la réunion, le comité annonça que le projet entrerait en phase de test dans les 2 mois suivants. La première salle de soutien à l'allaitement serait installée au 3e étage, et Chloé ferait partie du comité consultatif. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire. À la sortie, Alexandre s'approcha avec un café à la main et un regard différent. « Vous n'avez pas eu besoin de moi, mais je suis fier d'avoir été à vos côtés. Je tremble encore à l'intérieur. C'est comme ça qu'on change le monde, en tremblant, mais en y allant quand même. » Elle prit le café, rit et regarda son reflet dans la vitre de l'immeuble. C'était elle, les mains encore marquées par le nettoyage, mais maintenant avec quelque chose de nouveau sur le visage, de la fermeté. Dehors, le ciel commençait à changer de couleur. Fin d'après-midi, début de tout. Et à l'intérieur, elle le savait, peu importait ce qu'on disait. À partir de ce moment, l'entreprise avait entendu une voix qu'elle ne pourrait plus jamais ignorer. Les jours qui ont suivi la présentation ont été différents de tout ce que Chloé avait jamais vécu dans cette entreprise. Elle n'a pas été promue, n'a pas reçu de prime, sa vie n'a pas été bouleversée. Mais quelque chose de bien plus profond s'est produit. Elle a cessé d'être invisible. Dans l'ascenseur, les salutations venaient désormais avec son nom complet. « Bonjour Chloé Fournier, félicitations pour votre présentation. » Dans la salle de pause, où elle entendait auparavant des chuchotements étouffés, elle entendait maintenant des murmures d'admiration. C'est elle, la dame du projet des mères. C'est elle qui a parlé à la direction. Certaines collègues qui ne la remarquaient pas avant se sont mises à l'approcher. L'une d'elles, Clara de la comptabilité, lui apporta un papier plié. « C'est une lettre de remerciement. Je l'ai écrite parce que je n'ai pas eu le courage de parler devant tout le monde. Vous m'avez donné le courage de repenser à avoir un autre enfant. » Chloé garda la lettre comme un trésor, mais tout le monde n'a pas réagi avec maturité. Simone, qui était jusqu'alors l'une des plus grandes opposantes silencieuses, marchait maintenant en silence. Ses commentaires ont disparu, et avec eux, une partie du venin qui empoisonnait les couloirs. Non par remords, mais parce que maintenant, en critiquant Chloé, c'est elle qui passait pour une mauvaise personne. Au lieu de chuchoter, Simone se mit à l'éviter. Et ça, c'était une victoire. Au bureau de la supervision, Nathalie semblait partagée entre la fierté et la gêne. Un après-midi, alors que Chloé réapprovisionnait le papier dans les toilettes du 2e étage, Nathalie s'approcha. « Je dois te présenter mes excuses, » dit-elle sans détour. Chloé se retourna, surprise. « Des excuses. J'ai été dure avec toi, au début. Je pensais qu'amener un bébé au travail était irresponsable, que tu ne comprenais pas les risques. Mais c'est moi qui ne comprenais rien. » Chloé sourit. « J'ai aussi fait des erreurs. Je l'ai fait par désespoir. Mais aujourd'hui, je le referai. Je sais, et c'est pour ça que tu es devenu cet exemple. » Les 2 femmes s'étreignirent brièvement. Et dans ce court geste, beaucoup de choses ont été guéries.
Au service administratif, Sophie commença à l'inviter à des réunions hebdomadaires. Elle disait que Chloé avait une écoute qui manquait à beaucoup de professionnels, et elle proposa quelque chose d'inattendu, une formation. « As-tu déjà pensé à étudier la gestion des ressources humaines ?» « Moi ? Oui. On pourrait obtenir un financement partiel de l'entreprise elle-même, si tu le souhaites. » Chloé ne répondit pas sur le moment. Mais cette invitation alluma une idée qui lui avait semblé jusqu'alors lointaine. Grandir, non pas comme une exception, mais par compétence. Et puis, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Un article sur LinkedIn devint viral avec le titre « D'agente d'entretien à référence en inclusion maternelle, l'exemple qui vient de la base ». L'auteur, une journaliste du secteur des ressources humaines qui avait vu l'enregistrement de la présentation et avait décidé de raconter l'histoire. Le texte a été partagé des milliers de fois. Des commentaires de mères, de dirigeants, de femmes qui se sont senties représentées. La semaine suivante, une équipe d'une autre entreprise est venue visiter l'immeuble pour découvrir le projet pilote de la salle de soutien à la maternité. Chloé a été invitée à faire la présentation, et pour la première fois, elle est entrée dans une salle en tant qu'experte technique, pas comme une exception, mais comme une spécialiste de sa propre expérience. Alexandre observait tout à distance. Il n'avait plus besoin de lui servir de bouclier. Chloé marchait maintenant de ses propres jambes, mais il ne cachait pas sa fierté. Un soir, en quittant ensemble l'immeuble, il commenta: « Vous vous souvenez quand vous disiez que vous n'étiez qu'une agente d'entretien ? Je me souviens. Et je le suis toujours. Sauf que maintenant, j'ai un micro à la main. » Ils rirent. Et ils rirent comme des gens qui partagent quelque chose de plus grand qu'un moment, une trajectoire. Mais c'est sur le visage de Maya qu'elle perçut la véritable transformation. Le bébé, qui avait maintenant près de 6 mois, tétait tranquillement à son sein pendant que Chloé remplissait son carnet des prochaines étapes du projet. Maya dormait d'une respiration légère, les bras détendus, comme quelqu'un qui grandit dans un monde un peu plus sûr, grâce au courage de sa mère. À la fin de ce mois, la salle de soutien à la maternité fut officiellement inaugurée. Chloé fut invitée à la coupe symbolique du ruban aux côtés de Nathalie, Sophie et Alexandre. Le nom de l'espace fut une surprise. L'espace Mère Présente, en hommage à Chloé Fournier. Elle pleura. Et ce ne furent pas des larmes de tristesse ni d'émotions vides. Ce furent des larmes de soulagement, comme si, enfin, la vie l'avait regardée en retour et lui avait dit « J'ai vu ce que tu as fait ». Les journalistes prirent des photos, quelques mères donnèrent des interviews, et parmi les employés, une atmosphère différente se répandait. Il ne s'agissait pas seulement d'allaiter, il s'agissait d'exister, de pouvoir être qui l'on est, entièrement, dans un environnement de travail. Et d'avoir une voix. Chloé ne fut plus jamais traitée comme une invisible. Elle n'eut plus jamais à cacher sa fille comme si c'était une erreur. Et ceux qui avaient ri regardèrent maintenant de loin, avec la même expression de ceux qui, au fond, savaient, ils avaient manqué l'occasion d'être du bon côté dès le début. À la fin de la cérémonie, Alexandre s'approcha d'elle une fois de plus. « Et alors, vous allez accepter la formation ?» J'y réfléchis encore. Peur, peur et courage. Les deux ensemble. Comme toujours. C'est comme ça que vous changez les choses, Chloé, sans savoir si ça va marcher, mais en y allant quand même. Elle regarda Maya, endormie dans sa poussette, puis la plaque sur le mur avec son nom, et enfin lui. « Et si j'accepte, vous m'aidez toujours ?» Elle prit une profonde inspiration, sourit. Et pour la première fois, elle se sentit exactement là où elle devait être. Chloé a appris que le courage, ce n'est pas toujours d'élever la voix. Parfois, c'est de tenir un bébé qui pleure dans ses bras, le cœur en miettes, et de continuer malgré tout. C'est de traverser les couloirs, les yeux baissés, de supporter le poids des regards, et de croire quand même qu'il est possible d'être entendu. Le courage, comprit-elle, c'est d'insister pour être qui l'on est, même quand le monde insiste pour vous ignorer. Elle n'est pas devenue directrice. Elle n'est pas devenue riche. Elle n'a pas acheté de nouvelles voitures ni changé de quartier.
Mais elle a changé quelque chose de bien plus profond, la façon dont elle se voyait. Avant, elle pensait n'être qu'une parmi d'autres. Une autre mère fatiguée, une autre employée invisible. Maintenant, elle savait qu'elle était un pont, une voix, un exemple. Et ça, personne ne pourrait le lui enlever. Chloé a aussi appris qu'il ne suffit pas de se battre seule, que chaque femme a besoin d'une autre qui lui dise « Je suis avec toi ». Et que les vrais changements ne naissent pas seulement des salles de réunion, ils naissent du terrain, du couloir, des toilettes, où une mère prend une profonde inspiration avant de retourner sourire. Dans l'entreprise, l'ambiance a changé, lentement. Certaines dirigeantes se sont mises à écouter davantage. Les réunions ont pris une autre tournure, mais par-dessus tout, une graine a germé, celle qu'une entreprise qui respecte les mères, respecte la vie. Quant à Chloé, elle n'a pas oublié d'où elle venait. Elle a continué à aider dans les tâches de son service, même après avoir été officiellement incluse dans le projet. Elle tenait à rappeler à tout le monde, y compris à elle-même, qu'elle n'avait pas besoin de cesser d'être qui elle était pour conquérir sa place. Et cet après-midi, où elle a franchi l'entrée en tenant Maya par la main, elle a entendu quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu de la part de l'agent de sécurité qu'elle voyait tous les jours. « Madame Fournier, bon travail là-haut. Vous êtes en train d'écrire l'histoire. » Elle sourit, regarda sa fille et répondit « On ne fait que commencer. » Dans les mois qui ont suivi, ce qui avait commencé comme un simple rapport s'est transformé en un programme officiel de l'entreprise. Le projet Mère Présente a été mis en œuvre dans 3 sites différents, avec des salles de soutien à l'allaitement, des rotations d'horaires et même un fonds d'urgence pour les mères célibataires en situation de vulnérabilité. Chloé faisait partie de l'équipe de suivi, désormais avec un poste administratif et des horaires adaptés, sans jamais cesser de visiter les étages où tout avait commencé. Elle tenait bon, parfois fatiguée, oui, mais toujours avec un but. Maya a grandi en bonne santé, intelligente, et avec un regard curieux qui charmait tout son entourage. Madame Sylvie a continué à faire partie de la famille, recevant maintenant une petite aide de l'entreprise en tant que garde d'enfants formelle, à la demande de Chloé et avec le soutien des RH. Alexandre a poursuivi son rôle de directeur, mais de plus en plus impliqué dans les actions humaines au sein de l'organisation. Il a gagné en prestige non seulement pour ses résultats, mais pour avoir été le premier à vraiment écouter. Nathalie, autrefois simple supérieure, a été promue coordinatrice générale de la maintenance et a inclus dans les formations obligatoires un nouveau module, l'empathie en milieu de travail, conçu par elle et coécrit avec Chloé. Quant à Simone, elle a disparu. Elle a demandé sa mutation en silence quelques mois après la présentation officielle du projet. Elle ne s'est jamais excusée. Mais pour Chloé, cela n'avait plus d'importance. Elle avait compris que tout le monde n'est pas prêt à voir au-delà de son propre miroir. Sophie, des RH, est devenue une amie personnelle. Elle invitait Chloé à des événements internes, échangeait des livres, encourageait sa formation. Et c'est elle qui lui a annoncé la nouvelle la plus inattendue de toutes. Ta formation a été entièrement financée. Tu vas étudier la gestion des ressources humaines avec le soutien de l'entreprise. Chloé avait du mal à y croire. Reprendre les études à 26 ans, après tout ça? Mais oui, c'était en train d'arriver. Lors de son premier cours, elle s'assit au dernier rang, le cœur battant. Et, en écoutant la professeure parler de leadership par l'écoute active, elle sourit. Parce que, au fond, elle le savait. Elle le pratiquait déjà avant même d'en connaître le nom. Dans l'immeuble où tout a commencé, le tableau d'affichage des employés présentait désormais un petit portrait sur le mur des hommages internes. Une femme au regard ferme, tenant un enfant dans ses bras, devant une plaque qui disait « À toutes les mères qu'on a trop fait taire, votre voix commence ici. » Et en dessous, en petites lettres, une signature simple « Chloé Fournier. » Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre like maintenant. C'est un geste simple, mais il aide ce message à atteindre plus de personnes. Dites-moi ici dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? Et si vous croyez aussi au pouvoir des histoires vraies,
abonnez-vous à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo chaque semaine ici et j'adorerais vous voir dans la prochaine. D'ailleurs, choisissez dès maintenant l'une des histoires qui apparaissent à l'écran et rejoignez-moi. On se retrouve là-bas.